Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Vincent Chapelle. Salut Vincent. Ouais, salut François. Alors Vincent, pour te présenter, nous on s'est connus il y a un peu plus de 20 ans sur les bancs de Grenoble École de Management où tu étais professeur et j'étais étudiant. Tu enseignais la stratégie. Si je revenais un peu sur ton parcours, aujourd'hui tu es diplômé de Centrale Lyon. Tu as un doctorat en gestion que tu as fait aux Mines de Paris et qui traitait notamment de la culture d'innovation au sein de Tefal. En 1997, tu as créé une première société Avanti qui développait une gamme d'outils malins. Cette société, tu l'as développée, puis finalement, tu l'as cédée en 2000 à un fonds, Ciparex, et tu es devenu entrepreneur investisseur. De 2000 à 2019, à 2009, tu intervenu dans différentes sociétés en tant qu'entrepreneur investisseur. Et en 2009, avec Jean-Pierre Tétas, ton associé historique, tu as rejoint Helvetia Environnement, que vous venez de céder à un groupe bien connu, Paprec International. Donc, on a beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui au sein de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, Vincent? C'est c'est bien dressé c'est effectivement mon parcours. Et entrepreneur investisseur est bien peut-être ce qui me caractérise. Alors, Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais travaillé pour sauf quand je suis sorti de Centrale, mais je n'ai jamais travaillé pour un employeur. Je ne sais pas ce que c'est. un vrai entrepreneur. Alors pour la petite histoire, on réenregistre cette interview puisqu'on avait déjà fait une première version qui n'a malheureusement pas marché. Il paraît que ça arrive à tous les bons podcasts, donc on va espérer que ça présage de bonnes choses pour les interviews Scale to Sell. Euh, Est-ce que sur LVC Environnement, qui est du coup ta dernière aventure, tu peux revenir un petit peu sur cette aventure, comment elle s'est structurée, pourquoi tu l'as rejoint avec Jean-Pierre, qu'est-ce qui étaient vos facteurs qui vous ont permis d'identifier cette opportunité. Bon, la particularité, bah, comme le nom le dit, c'est que c'est en Suisse. Euh, Est-ce que c'était le marché suisse qui était le plus porteur à l'époque pour cette activité? Et puis, quels ont été les grands caps de développement? Bon, peut-être rappeler que dans mon parcours, j'ai eu effectivement trois grandes étapes. Une première étape, celle de création de start-up. C'était Avanti et puis les quelques autres que j'ai créés à l'époque. C'était quasiment à la sortie de mes études et pour financer mes besoins de vie, voilà, j'enseignais et c'est là où on s'est rencontrés quand j'enseignais à Grenoble École de Management entre autres. Donc c'était ma première étape, première phase. La deuxième phase, après avoir fait quelques opérations autour de start-up, création, plantage, succès, vente, etc. Et capitaliser un peu de fonds, on s'est spécialisé dans des opérations de retournement, où là, c'était des opérations plutôt industrielles de taille un peu plus significative, entre autres deux très très belles opérations. Erard, une société spécialisée dans le matériel audiovisuel présent en Europe, mais basé en région Rhône-Alpes. Et puis la société Eurocab, le leader mondial des caves à vin, où on est intervenu en tant qu'investisseur aux côtés d'un fonds et comme manager pour gérer une opération de transition qui était complexe. Voilà, c'était la deuxième étape, donc des opérations de retournement, donc une deuxième vie. Et puis à la fin de cette vie, le retournement, c'est des opérations intellectuellement hyper gratifiantes, des opérations de management assez techniques, aussi quand même très très sportives, qui demandent quand même une très très belle énergie. Avec mon associé Jean-Pierre, on s'est dit, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça toute notre vie? Est-ce qu'on a vraiment envie de devenir des spécialistes du retournement? Euh, et on s'est dit non. Et on s'est questionné sur euh, dans quelle direction on avait envie d'aller, dans quelle direction on avait envie de regarder. Et on est au milieu des années 2010, donc on est à peu près 2005-2006. On est sorti des rares et de Rocab en 2007 et en 2008. Et le secteur de la durabilité était un secteur qui nous a tout de suite interpellés, où on s'est dit, il y a des choses qui vont bouger. Je veux dire, on va être dans un méga trend. En tout cas, on avait la conviction qu'il y allait y avoir un méga trend, qui s'est évidemment confirmé, qui est en train de réellement prendre une forme assez décisive pour nos économies et nos modes de vie. Euh,
Et on a identifié, on a regardé, on a étudié différents secteurs d'activité. Il y avait des choses dans l'énergie, évidemment, c'était l'émergence du solaire, donc on a regardé ces sujets-là. On avait regardé des choses dans l'eau aussi, le traitement de l'eau, l'épuration de l'eau. Et puis le secteur du déchet est un secteur qui est un peu venu à nous un peu naturellement. Bon, à la fois parce que on en a tous un peu sous les yeux tous les jours, et où je me suis dit, tiens, ce secteur est un secteur qui se transforme fortement, qui devient industriel, alors que c'est un secteur qui était plutôt traditionnellement un vieux métier, les ferrailleurs, les marchands de vieux journaux ou les chiffonniers, était un marché qui devenait en fait un marché de ressources et un marché professionnel. Et puis on identifie une très très belle opportunité en Suisse, un marché qui se distinguait des autres pays européens pour ne pas avoir été autant consolidé que les autres marchés. Et, et donc on a l'occasion de reprendre une toute petite société en Suisse qui s'appelait déjà Helvetia Environnement. Et donc on s'implique au capital et on s'implique évidemment au management. Et on en a fait le leader suisse en quelques années. Ça se passe comment pour les fondateurs de cette société de voir deux entrepreneurs investisseurs arriver? C'était leur demande? Ça s'est passé comment? Euh, En fait, la famille fondatrice de d'Helvetia Environnement avait d'autres activités dans le domaine des carrières, dans le domaine du granulat, des matériaux de construction. Et Helvetia Environnement, ils avaient racheté une ou deux petites entreprises. Helvetia Environnement était pour eux une voie de diversification. Et donc ils géraient ça d'un peu loin et ils avaient décidé en fait ils avaient donné un mandat pour céder Helvetia Environnement. Et, et donc et la, et, et la transaction qu'ils avaient mis en œuvre a en fait échoué puisqu'ils avaient décidé de céder Helvetia Environnement à Veolia, au groupe français et au leader en fait mondial des services à l'environnement Veolia. Et en fait, on est en 2008, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, et quelques jours avant de signer la- le deal, la transaction, en fait, Veolia stoppe en fait et coupe tous les budgets d'investissement et toutes les décisions d'acquisition. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils s'étaient préparés à faire une vente et la vente ne se fait pas. Et nous, on arrive justement à ce moment-là. Donc, on a eu un peu le rôle un peu facile. Voilà, pas un rôle un peu de sauveur, mais quand même le rôle un peu facile. Donc, la transaction s'est très très bien passée. On les a onboardés avec nous parce que ne connaissant pas le secteur, connaissant finalement très très mal le marché suisse, même si mon épouse est suisse, je connaissais finalement assez mal le marché suisse. En tout cas, la dynamique économique du marché, je la connaissais pas très bien. Et donc, on a décidé de les onboarder avec nous et ils sont restés minoritaires avec nous pas mal d'années jusqu'à quasiment sortir intégralement. D'accord. Au moment où vous reprenez Helvetia, c'est combien de personnes? Et au moment où vous vendez Helvetia, comment ça grandit? Quand on reprend LVCA, c'est une quarantaine de personnes, donc c'est une petite PME basée essentiellement à Genève. Et quand on l'a revendu le 10 janvier, il y a quelques semaines de cela, on a un peu plus de 500 collaborateurs. On faisait, et on fait toujours, en tout cas, LVC Environnement fait toujours 150 millions de chiffre d'affaires. Euh, et ça a été un double projet, en fait, hein, un projet de consolidation. Donc, on a racheté, on a fait passablement d'acquisitions en Suisse. On en a fait 24, en fait, en un peu plus de 10 ans. Et puis ça a été aussi une opération de transformation d'entreprise, puisqu'en fait, d'une petite société de collecte de déchets, hein, donc les petits camions que vous voyez dans les rues tous les jours, on en a fait un groupe intégré, c'est-à-dire un spécialiste, multispécialiste, à la fois présent dans la collecte des déchets, afin de maîtriser en fait le gisement. Moi, j'ai toujours raisonné comme étant une activité de ressources, donc l'activité de service était au service de la maîtrise en fait du gisement, premier métier. Ensuite, on s'est intégré verticalement. On a développé une activité autour des activités de traitement et de recyclage. Où là, c'est une activité beaucoup plus industrielle avec des usines de traitement, du plastique, du papier carton, des matériaux de construction, etc. Et puis ensuite, la troisième activité qui était une activité de négoce, de trading, ce que nous on appelle la valorisation, qui est la revente en fait des matériaux issus des activités de tri et de recyclage. Pour faire cette transformation, j'imagine que vous avez passé beaucoup d'étapes.
donc un plan stratégique assez, j'imagine, volumineux. Quels ont été les grands recrutements ou les grandes acquisitions structurantes? Ouais, peut-être au préalable, François, juste dire, moi, je suis pas un très très bon manager. Je suis même d'ailleurs pas je suis même un piètre manager. Pareil. Et je pense qu'il faut bien distinguer les choses. Moi, je pense que je suis plutôt un leader qu'un manager, ce qui est pas du tout la même chose. Et je pense que la question des recrutements, de la construction et la constitution d'une équipe, je pense qu'il est décisif de savoir déjà où sont vos propres compétences, votre propre positionnement personnel pour pouvoir vous entourer des partenaires et des collaborateurs qui sont complémentaires à votre, on va dire, à votre domaine d'excellence. Donc clairement, moi, mon associé, c'est un homme d'opération. Hein. Il a été COO pardon, de toutes nos opérations, et évidemment celle de LVC Environnement. C'est vraiment un homme de technique, un homme d'opération. C'est son truc. Et moi, je suis un homme vraiment de leadership. J'aime emmener des équipes, j'aime construire des équipes, j'aime partager des visions, construire des visions et faire adhérer des équipes à cette vision et les emmener avec moi. Mais je suis vraiment un très très mauvais manager. Vraiment, enfin, c'est le constat auquel j'arrive. Il faut pas que je fasse ce genre de choses parce que je sais pas faire. Il y a des collaborateurs, il y a des talents bien meilleurs que moi. Et donc les deux thématiques sur lesquelles on s'est attaché ou sur lesquelles je me suis attaché à construire une équipe. La première, elle était décisive dans un projet de forte croissance puisque voilà, passons de quelques millions de chiffre d'affaires à 150, et c'est quand même un projet financier où on a réalisé, comme je le disais précédemment, pas mal d'acquisitions, mais également de fortes industrialisations, donc des capex relativement lourds. Hein. C'est un secteur d'activité qui est intensive capex. Hein. C'est quasiment un secteur d'infrastructure, mais à la fois on fait du service, donc c'est un métier composite, pas simple. Donc il faut mettre du carburant clairement dans la machine. Donc on a réalisé différentes opérations de capitalistique, d'entrée et sortie de fonds. On en a eu deux successives, et puis on a surtout émis un premier green bond, le premier green bond privé de Suisse, et on a été coté à la bourse de Zurich, à la SIX pendant 5 ans. Donc LVC Environnement, c'est un projet financier. Donc le recrutement le plus décisif que j'ai eu à faire, c'est de recruter un CFO, vraiment, qui est une femme absolument remarquable, un talent absolument dingue, et qui a été vraiment le trinôme autour de l'homme d'opération qui est mon associé historique, moi qui incarne plutôt la vision du leadership, et puis elle qui incarnait et qui incarne toujours la structuration financière du groupe pour pouvoir anticiper les opérations, planifier, aller chercher de l'excellence économique. Voilà, c'était décisif. Donc pour moi, le plus déterminant, ça a été ce recrutement-là, donc le recrutement de notre CFO. Et puis ensuite, c'était la mise en place d'une équipe de managers vraiment métiers spécifiques dans le métier du West Management et du West to Energy, parce qu'on on produisait aussi pas mal d'énergie à partir de déchets. Et, et qui était complémentaire en fait à mon positionnement, à celui de Jean-Pierre et à celui de d'Anne qui était la CFO d'LVC Environnement et qui reste plus dans l'aventure LVC Environnement puisqu'elle reste avec nous. Et du coup, donc Anne, j'imagine, sera la future associée sur les nouvelles aventures. Mais est-ce que tu as recruté Anne tout de suite quand vous êtes arrivé chez LVC Environnement ou c'était un recrutement qui arrivait au fil de l'aventure? Non, c'est toujours facile de réécrire l'histoire et puis de le raconter on va dire avec le bel angle de vue. La réalité, elle est quand même très très différente. On a eu plusieurs échecs. Euh, euh, et un jour, je me suis dit non, mais on peut plus continuer comme ça. Je veux dire, on était très 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 limite dans nos opérations d'acquisition, dans nos opérations financières. Je me suis fait peur une ou deux fois. Et où je me suis dit non, mais maintenant on doit impérativement rentrer un vrai partenaire sur la question finance. Et là vraiment je me suis décidé à le faire, mais
On apprend toujours à marcher en marchant. Je veux dire, on a, je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion de vivre une aventure qui passe de quelques collaborateurs à 500 collaborateurs en quelques années, et qui passe de quelques centaines de milliers de chiffres d'affaires à 150 millions. Donc dire que tout est programmé, tout est anticipé, tout est construit en amont, c'est un peu présomptueux. Donc j'ai fait des erreurs, et certainement une des erreurs que j'ai faites, c'était de ne pas recruter plus tôt en fait ce type de talent. Mais c'est facile après coup. Mmh. Tu as parlé de différents, tu as parlé du green bonds et tout. J'imagine aussi que pour d'ouvrir des nouveaux métiers, il y a eu des acquisitions. Est-ce qu'il y a des acquisitions qui ont été plus structurantes que d'autres? Oui, il y a une acquisition majeure, celle que l'on fait en 2017 quand on rachète les activités suisses de Veolia, puisque Veolia souhaitait se désengager de certains pays dans lesquels ils n'avaient pas la taille critique, ce qui était le cas en Suisse, puisque ils avaient raté l'opération de rachat des LVC Environnement en 2008, et ensuite on s'est très bien développé, donc ils avaient une position en Suisse qui était intéressante, mais en tout cas qui n'était pas une position de leadership, et donc on les a convaincus de nous vendre en fait leurs activités, on les a rachetés. Et en fait, c'était une opération très structurante parce que on a doublé de taille, donc c'était plus qu'une opération d'acquisition. Pour être très clair, on a fait 23 acquisitions, on va dire des entreprises de taille assez diverses, mais plutôt modestes, hein, quelques millions de chiffres d'affaires. Et puis on fait une très très grosse opération qui est plutôt un merge entre deux structures établies. Et là, on parle d'une autre forme d'opération. On a plutôt parlé de la consolidation de deux entreprises de taille similaire, de quasiment la reconstruction, la réinvention en fait d'une entreprise, même si elle avait le même nom que précédemment. C'est quand même une toute autre opération que de doubler de taille, où il faut réinventer et reconstruire les organisations, les process, le management, les outils de gestion. On parle pas tout à fait de la même chose, quoi. Et d'ailleurs, comment on se prépare à faire une opération aussi grosse? Est-ce que, et est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit, en fait, cette opération, est-ce qu'elle n'est pas trop grosse pour moi? Non, je me suis jamais dit ça parce que ma vision a toujours guidé mes actions. Donc j'avais la conviction que soit on les rachetait, soit ils nous rachetaient. Donc c'était assez clair. Donc on a discuté dans un sens comme dans l'autre. Au final, c'est nous qui avons gagné la partie. Donc j'ai jamais eu de doute. Le marché du West Management est un marché qui se consolide fortement, qui est un marché qui est très industriel, très massif, et raison pour laquelle LVC Environnement a été cédé à un acteur européen et non pas un fonds d'investissement. Donc c'est pas une opération financière, c'est une opération industrielle que l'on a réalisée. Donc j'étais convaincu, et je n'ai jamais eu j'ai vraiment jamais eu de doute sur le fait que on devait continuer notre projet et aller au terme et construire un acteur qui soit un acteur national avec une certaine taille critique. Après, est-ce qu'on se prépare? Je dois dire que je n'étais pas du tout préparé, mais je crois que la meilleure des préparations, c'est la capacité d'adaptation, c'est la capacité d'apprentissage, euh, c'est être capable de prendre les bonnes décisions en temps réel, jamais les prendre trop en retard, jamais les prendre trop en avance. Euh, mais non, objectivement, j'étais pas du tout préparé. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées dans cette fusion? On en a eu de deux ordres, une endogène interne et puis une exogène externe. En fait, externe, le marché, évidemment, on avait essayé d'anticiper un peu la réaction du marché, pas forcément de nos clients, mais de nos concurrents. Et en fait, le marché a réagi avec une extrême brutalité. En fait, il est devenu extrêmement agressif. Les concurrents se sont regroupés entre eux, ce qui est assez normal, hein. Euh, vous créez un mouvement d'un côté, ça génère un autre mouvement de l'autre. Mais il était difficile d'anticiper la nature du mouvement des autres opérateurs, des autres acteurs du secteur. Ils ont créé des alliances, ils ont créé des modèles un peu alternatifs, ils ont essayé de nous contrer. Ils ne sont pas vraiment arrivés, mais en tout cas, on a dû pas mal ferrailler sur le marché, alors que précédemment le marché était plutôt assez stable. Donc, on a quand même changé de paradigme, on va dire concurrentiel à ce moment-là. Et puis d'un point de vue interne, objectivement, c'est une question d'homme, c'est une question d'homme et de culture. Et ça a été le plus difficile parce que tu peux pas empêcher les hommes de dire que bah, il y a l'ancienne équipe et il y a la nouvelle, il y a les ex Veolia et puis il y a les Helvetia. Donc
on peut pas empêcher les gens de penser comme ça. C'est difficile. Il y a quelques personnes qui ont eu une grande agilité, une grande flexibilité de s'adapter, de trouver leur place. Et pourtant, on avait essayé de donner le maximum d'opportunités à l'ensemble des collaborateurs, mais force est de constater qu'il y en a toujours un qui absorbe l'autre. Et concrètement, c'est Helvetia Environnement qui a racheté Veolia. Donc, on a perdu une bonne partie des équipes de Veolia. Vous vous étiez fait accompagner sur cette PMI ou pas? Alors, on s'était fait accompagner. Euh, Quasiment toutes les opérations de transaction, j'ai eu autour de moi un spécialiste du M&A, un gars qui connaissait très très bien le secteur suisse, et puis en particulier suisse alémanique, donc des opérations germaniques, qui nous a accompagnés sur toutes les transactions. Donc il était quasiment interne, mais en fait il avait un mandat d'advisory, mais il Mmh. était à demeure chez nous, il a été à demeure chez nous sur tout le parcours. J'étais d'ailleurs encore hier après-midi avec lui. Donc oui, on s'est fait accompagner. On n'avait pas d'équipe M&A en interne, mais on avait un homme M&A qui a géré les opérations pour nous. Euh, sur la partie évidemment finance, tout ce qui est ce qu'on appelle communément TS, donc Transaction Services, donc les, 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 les opérations qui font tout ce qui est due diligence, audit et autres. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec un des big four, avec une équipe avec laquelle j'avais développé une affinité, où j'ai développé une affinité, j'ai des gars que je connais, en qui j'ai confiance, etc. Donc qui bossent toujours pour nous. Et d'un point de vue organisationnel interne, on a eu plusieurs consultants que l'on a fait venir sur des questions d'orga, sur des questions de transition, de gestion de période un petit peu complexes. À un moment donné, quand vous avez deux équipes qui fusionnent, hein, je pense surtout autour de l'opération Helvetia et Veolia, on se retrouve dans des situations où vous faites de fait partie du problème, c'est-à-dire vous en tant que manager ou leader, ok, vous incarnez une vision, vous incarnez une direction. Est-ce que vous êtes pour autant capable de traiter toutes les problématiques qui se présentent? Je crois pas. Les équipes, elles ont aussi leur job à faire, elles ont aussi à faire tourner le business et le quotidien. Donc, on a eu plusieurs équipes de consultants, voilà, trois principalement, qui nous ont accompagnés sur les différentes phases. Ça a été les phases people dans un premier temps. Ensuite, on a eu toute une étape d'organisation et de process. Et puis ensuite, on a eu toute une étape qui s'est terminée d'ailleurs très récemment, qui concernait tout ce qui était système, IT, etc. Mais l'intégration a été longue. Hein. On a quasiment mis 5 ans en fait à intégrer, à doubler la taille d'LVC Environnement. Donc c'est pas une opération qui s'est faite en 15 jours. C'est ce que tu avais prévu, que ça prenne autant de temps, ou tu pensais que ça serait plus rapide? Hein. Non, moi vraiment, je m'étais dit 24-36 mois. L'opération, elle est en ordre. On est une boîte qui est redesignée. Et puis on est parti pour continuer à faire de la croissance sur d'autres cibles que l'on avait. Force est de constater qu'on a mis beaucoup plus d'énergie à intégrer en fait les activités de Veolia. C'était long pour un résultat très intéressant, mais que du coup on a dû prioriser les choses et on s'est focusé sur l'intégration de Veolia et ensuite on n'a pas vraiment on a réalisé deux petites acquisitions, mais qui étaient des acquisitions d'opportunités ensuite. Mais clairement, on s'est focusé sur l'intégration qui était beaucoup plus longue que prévu. Mmh. Tu la referais, cette affaire? Ah ouais, je la referais, je la referais sans. Mais vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Soit on leur vendait nos activités, soit ils nous achetaient, soit on les achetait. Donc, il y avait pas beaucoup d'autres alternatives. Les deux acteurs en place sur le marché pouvaient difficilement rester dans les positions dans lesquelles on était, qui auraient rendu les choses assez statiques et qui étaient pour moi pas du tout intéressantes. Voilà, un truc qui bouge pas, qui avance pas, où il n'y a pas de croissance, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je pense que il peut y avoir de la création de valeur, mais elle est à court terme. Ensuite, on n'en développe plus. Donc oui, mais bien entendu, l'opération, je la referai demain matin. Je la referai peut-être différemment, parce que évidemment, j'ai l'expérience, j'ai le track record, donc je vois un peu mieux les gestes que j'aurais dû anticiper, qu'il aurait été pertinent de faire peut-être plus tôt, peut-être différemment. Ça, c'est correct.
mais je la referai. Là, tu as parlé des trois chantiers que vous aviez, les people, les process et l'IT. Il y a des outils qui ont été structurants pour créer la croissance et créer l'union et la fusion. Vraiment, partager une vision, faire adhérer sur une vision, c'est fondamental. Je veux dire, dans une opération comme celle-ci, si vous n'êtes pas capable de créer un point de convergence et comme disent des Suisses, que tout le monde tire à la même corde, franchement, je vois pas vraiment comment on peut être capable d'emmener, alors c'est pas des équipes énormes, mais d'emmener en tout cas 500-600 collaborateurs. Il faut quand même créer au-delà de créer du liant, c'est quand même créer une vision commune et un axe un peu directeur. Donc ça, c'était essentiel. On a beaucoup travaillé dessus au début. Il y a eu tout de suite de l'adhésion, donc là-dessus, c'est pas là-dessus où on a eu vraiment de la difficulté. Donc voilà, c'était pour moi un élément déterminant. L'autre élément déterminant, on aurait dû certainement plutôt créer de la délégation. C'est-à-dire, on aurait dû la tendance quand tu rachètes les choses, c'est plutôt d'intégrer, c'est plutôt de consolider et c'est plutôt essayer de contrôler et de maîtriser ce qui se passe. Donc, je dirais de centraliser. Ce qui est de mon point de vue, une erreur assez majeure. Parce que, parce que les courbes d'apprentissage sont très longues, parce que vous pouvez pas tout maîtriser en peu de temps. Et donc, l'expérience me fait dire que et ensuite on a délégué. Donc, après une phase d'intégration et de centralisation, on est passé à une phase de décentralisation et de délégation. Et je pense qu'on aurait dû déléguer plus tôt, d'un point de vue de la structure organisationnelle, d'un point de vue des profils de managers, on aurait dû intégrer plus tôt des managers on va dire de haut niveau, mieux adaptés pour pouvoir déléguer en fait plus rapidement. C'était une question de confiance par rapport au manager en place qui faisait que vous n'arriviez pas à déléguer. C'était des changements chez vous qui ont opéré suite à des réflexions. Ouais, je pense que c'est vraiment une erreur de notre part. Je crois que la tentation, elle est très grande de vouloir maîtriser les choses. Et donc là, pour maîtriser, bah, tu centralises. Voilà. Et ça a été une connerie. Ça nous a fait perdre du temps, ça nous a fait perdre des collaborateurs de talent qui n'ont pas compris pourquoi on centralisait. Tu fais des mouvements d'organisation aussi qui créent beaucoup de perturbations et qui sont relativement inutiles. Donc, quand je crois que l'erreur, elle est venue de nous, clairement. Non, il n'y avait pas une défiance vis-à-vis des équipes, hein. Il y avait plutôt une défiance vis-à-vis de nous. Peut-être un manque de confiance. C'était une première très très grosse transaction. Comme je l'ai dit, on en avait fait un certain nombre, mais plus petites. Donc celle-ci, on pouvait pas la louper. Donc le geste, la tentation, c'est plutôt de concentrer le pouvoir sur toi. Et ça c'est une vraie connerie, ça. 5 ans après cette fusion, vous vendez, enfin vous vous adossez à Paprec, du coup nouvelle consolidation. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Bon, c'est dans la ligne de ce que j'ai dit avant, hein. LVC Environnement est le leader en Suisse de la gestion des déchets. Donc, et clairement, la question pour nous était de savoir si on passait l'étape ou pas. C'est-à-dire si on allait se développer en Allemagne, si on allait se développer en Italie, si on allait se développer éventuellement en France, bon, ou sur certaines filières, ou sur certains types de métiers, ou certaines spécialités. Donc, clairement, il y avait des opportunités intéressantes. Il il fallait avoir l'envie de rejouer une partie, on va dire plutôt long terme, c'est une dizaine d'années, avec peut-être un autre équilibre actionnarial, avec une autre logique capitalistique, et j'avais pas envie de cela. Et donc la décision qu'on a prise, c'est une décision de s'adosser et d'intégrer LVC Environnement à un groupe européen d'une taille déjà significative pour pouvoir accélérer le développement d'LVC Environnement, pardon, accélérer sa performance aussi, et faire en sorte que
voilà, la pérennité de l'entreprise soit assurée dans un ensemble plus large, avec d'autres types d'économies d'échelle. Donc tout ça, in fine, c'est une question d'envie. Je crois que c'est assez simple. Et il faut surtout s'écouter. Il faut écouter quand on est manager et quand on est dirigeant et quand on est entrepreneur. Il faut surtout écouter ce que l'on a envie de faire. Il y a plein de il y a plein de stimulations externes qui arrivent en permanence. Voilà, à un moment donné, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de continuer de jouer le game d'après. Vous avez envie de sortir. Vous avez envie de développer d'autres projets. Nous, on pensait qu'on était arrivé à une belle étape pour Helvetia Environnement et que assurer la pérennité était quelque chose d'essentiel pour les équipes. Et donc l'intégrer dans un groupe plus vaste, plus européen, était pour nous le bon choix. Et puis on avait envie surtout d'aller jouer d'autres parties. Donc et de continuer notre parcours d'entrepreneur investisseur. On est déjà sur d'autres sujets. On était déjà en parallèle d'Helvetia Environnement sur d'autres activités, donc d'autres investissements. Donc voilà, c'était clairement notre plan et notre envie. Comment vous avez préparé justement cette sortie? Et c'est un process qui a duré combien de temps? Le process, il a duré un peu plus d'un an. Il faut pas croire qu'on vend une société en claquant dans les doigts sans la préparer. Alors il y a des opportunités, hein, et un truc qui passe, ça se fait en quelques semaines. On va pas dire que ça n'existe pas, mais ce que je crois, c'est que le, le, le lot commun des opérations de cession ou d'achat, c'est des opérations qui se préparent, qui sont longues. Quand vous achetez, les discussions sont longues, la mise en confiance est très longue, il faut nouer du relationnel. Voilà, à moins que vous soyez dans une opération d'auction ou avec un deal qui est intermédiaire, où là, bon voilà, vous répondez, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, c'est un peu différent, mais en général, c'est pas les meilleures opérations. Et l'opération d'Helvetia Environnement, oui, c'est une opération qu'on avait beaucoup préparée. On avait beaucoup préparé les équipes, surtout, parce que pour moi, il était fondamental que les équipes adhèrent au projet à la vision que j'avais, de transmettre à un acteur européen afin de consolider. Donc, on était vraiment dans cette logique-là. Voilà, mais c'est vraiment l'enjeu de préparation est essentiel. Comment vous les avez préparés justement les équipes? Je les ai informés très tôt, très très tôt. Je leur ai dit que on devait travailler sur l'étape d'après. Euh, Ils avaient confiance en moi et je crois qu'ils ont d'ailleurs toujours confiance en moi et je leur ai expliqué que je pensais que la- la- l'étape suivante pour Helvetia Environnement, c'était celle que j'ai décrite précédemment. Ils y ont adhéré, ils ont compris cela. Certains m'ont dit, ok, je comprends. Moi, l'aventure s'arrêtera là parce que voilà, j'ai fait un beau parcours avec toi, avec vous. J'ai envie de faire autre chose. Ok, ton tact. On a géré leur propre exit dans le cadre de la transaction de façon très très transparente. Et d'autres nous ont dit, OK, on est intéressé et on a envie de continuer l'histoire. Voilà, on a eu plusieurs offres très très intéressantes d'offres d'achat. Et quand on a retenu Paprec, clairement, je les ai informés en amont. Je les ai fait participer aussi pas mal au management de presentation, donc histoire que ils aient aussi quelque chose soit concret, hein, voilà, qu'ils aient en face d'eux les équipes de l'acheteur, qui comprennent avec qui ils allaient potentiellement avoir à travailler dans le futur. Et ça, c'était quelque chose pour moi d'assez important et je crois d'assez décisif pour eux pour qu'ils puissent vraiment se projeter dans l'étape d'après. Ils avaient rencontré les autres compétiteurs que Paprec ou tu les as Ouais, tous. impliqués dans la phase finale? Non, je les ai impliqués. Non, non, je les ai impliqués dans la phase finale. Mais la phase finale, on a eu euh, 5 bidders que l'on avait retenus et les 5, on les a fait participer. Alors c'est très mobilisant, hein. Il faut être très prudent. Il faut s'assurer que ce ne soit pas démobilisant pour les équipes. Donc là-dessus, on était assez attentifs. On a eu beaucoup de dialogue avec eux, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de trucs qui se mettent au milieu. Mais voilà, on parlait de ça, ils ont à faire fonctionner la boîte, donc il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle continue à avancer, il faut qu'eux-mêmes mobilisent leurs propres équipes et continuent à manager leur team.
Mais non, ça a été très positif, vraiment très très positif. Et d'ailleurs, la plupart nous ont dit on n'avait jamais fait ça, c'était une super expérience, on a appris beaucoup de choses. Donc c'était aussi assez gratifiant pour eux de d'une certaine façon d'être associés à l'opération à la transaction. Et je pense qu'il faut pas hésiter. Ceux qui me disent non, non, faut cloisonner. Moi, je fais la transaction avec mes équipes opérationnelles, je ne les associe pas. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes. Je vois pas très bien comment un matin vous allez leur annoncer que l'après-midi vous allez débarrasser votre bureau que vous occupez depuis 13 ou 14 ans, et puis vous leur présentez leur nouveau boss. Personnellement, je pense que ça doit être assez terrible, assez traumatisant comme comme geste, quoi. Donc moi, j'entends pas faire ça. Voilà. En tout cas, c'est pas ce que j'ai fait ici, et ça s'est plutôt bien passé. Il y avait des salariés ou des cadres qui étaient associés au capital ou pas? Non, il n'y en avait aucun. Et il y en a que vous aviez Non, ils avaient associés tous, à la réussite de cette opération, ou ils, pas? ils avaient tous de très très belles rémunérations. Ils avaient tous des très très beaux bonus sur la performance économique. Mais par contre, aucun n'avait des shares du groupe, hein. Euh, voilà. Par contre, on a associé quelques managers de haut niveau à la transaction pour s'assurer que euh, ils soient très confortables. Donc, ils ont eu pour certains une association au résultat de la transaction, donc la session, à la fois pour les sécuriser. D'autres ont eu des conditions de sécurisation en cas de changement d'actionnaire. Voilà, pour les mettre dans l'objectif était une nouvelle fois de les mettre dans des bonnes conditions pour appréhender en fait la phase de transition. Et Comment pour vous moi, avez c'est quelque partagé chose d'important. Enfin, comment vous avez pardon, partagé pour moi, c'est un corollaire à la transparence. Si tu joues la transparence avec tes équipes, à un moment donné, il faut que tu joues le partage parce que, voilà, si toi tu te casses avec le magot et puis que les mecs restent ici, si tu vois, sur le cas de la gare, et toi tu montes dans le train, que les mecs ils vont l'avoir un peu mauvaise. Donc il faut être il faut être aussi un peu logique et il faut qu'il y ait un peu d'éthique dans ce que tu fais. Donc, ce qui a par ailleurs toujours été l'un de mes credos. Comment vous avez partagé cette décision avec vos autres actionnaires? Parce que tu nous as dit que tu avais levé des fonds. Déjà, est-ce que ces Ouais, fonds sont restés ou sont partis en même temps que vous? bon, on avait deux fonds d'infrastructure, donc deux caisses de pension suisses en fait à notre capital minoritaire et qui ont voilà en amont on a toujours eu beaucoup de discussions sur les orientations stratégiques et à la sortie de la crise Covid, euh, clairement je leur ai dit écoutez on doit préparer la troisième phase d'LVC Environnement. Après la phase de création, il y a eu la phase de développement, puis ensuite il y avait la phase éventuellement d'internationalisation, en tout cas d'intégration dans quelque chose d'autre. Et ils ont très très bien compris les choses. Bon, c'est des caisses de pension, donc c'est des investisseurs long terme. Donc eux nous ont dit, écoutez, sur le principe, on est prêt à étudier toutes les options, un exit avec vous, mais pourquoi pas rester en fait comme actionnaire. Voilà, donc ils étaient très très ouverts et avec Paprec ils ont trouvé un nouvel associé et ils ont décidé en fait de rester. Donc en fait ils sont restés au capital dans la position dans laquelle ils étaient pour continuer en fait le projet de développement avec Paprec. C'est rassurant pour un repreneur de savoir qu'une partie des actionnaires veulent rester. Ah oui c'est top, ouais, bah oui quand vous avez un financier qui vous dit moi je crois à l'histoire, je crois à l'equity story. Euh, je pense qu'il y a de la création de valeur et je souhaite rester. C'est évidemment pour un acheteur un paramètre très sécurisant. Donc, ouais, c'était un élément important dans la valorisation du groupe. C'était un élément important dans la sécurisation pour Paprec et pour les équipes aussi. Pour revenir aux équipes tout à l'heure, hein, les équipes, évidemment, elles connaissaient les actionnaires que nous avions à côté de nous, donc elles les côtoyaient de temps à autre. Donc pour eux, c'était un élément aussi assez important. Oui. Est-ce que dans le moment de choisir entre les différents protagonistes, tu as eu des points de vigilance particuliers? Pour moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait une transition dans une continuité. Euh,
Voilà. Donc, quand tu as un acteur qui vient puis il t'explique la vie, il t'explique comment lui il va faire, il t'explique qu'il est le meilleur, il t'explique qu'il est le plus beau, je peux comprendre que il y a d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises qui performent très très bien également. Mais pour autant, une entreprise, c'est un collectif humain. C'est beaucoup d'historique, c'est beaucoup d'habitudes, c'est beaucoup euh, d'éléments non définissables qui font que le tout fonctionne et donne de la performance. Donc celui qui vient et puis qui m'expliquait que il allait faire comme ci, il allait faire comme ça et puis il allait tout révolutionné. Pour moi, c'était pas du tout quelque chose qui me parlait. Donc qu'il apporte évidemment sa touche, qu'il vienne avec ses équipes et son management, c'était normal. Qu'il apporte sa contribution et sa valeur ajoutée en tant qu'acteur, on va dire international, pour pouvoir, on va dire encore plus faire valoir les effets de taille critique. Ça, c'était topissime. Donc, on a été attentif, en fait, aux deux choses, à la fois la valeur ajoutée apportée et puis la continuité. Et est-ce que du coup, il y a aussi des questions que les protagonistes t'ont posées qui t'ont paru bizarres et auxquelles tu n'étais pas préparé? Bon, moi, je suis toujours un peu stupéfait des fonds, hein, parce qu'en fait, on avait deux fonds dans le process. Donc, il y avait trois players industriels, trois stratégiques, et puis il y avait deux fonds d'investissement. Alors, ils sont venus avec leur équipe d'experts, d'advisors, qui tous avaient une idée un peu différente sur advisors métier, hein, j'entends métier, pas M&A, pas accompagner ou préparer la transaction, métier, qui ont tous une vue qui leur est propre, sans forcément s'intéresser réellement à l'entreprise. Donc, je n'ai rien contre les fonds, hein, il y a très très bons fonds, il y a très 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 bonnes équipes. Je dois dire que parfois on peut se questionner sur la pertinence, on va dire, de l'investisseur financier. Je dois dire que parfois c'est toujours un peu stupéfiant. Ouais, toujours un peu stupéfiant. Voilà, alors peut-être parce que moi je suis pas un financier, je suis un entrepreneur, certes investisseur, mais un entrepreneur. Je me mets aux manettes, je plonge dans nos participations, on rentre dedans avec nos équipes, on passe du temps, on construit des équipes et des histoires d'entreprise. Bon, il y a des fonds, c'est quand même des grosses machines financières qui ont avant tout comme objectif de déployer les fonds de leur LPs, de prendre leur management de fees et puis leur carry d'interest. Donc voilà, c'est parfois un peu troublant. À certaines phases, c'est plutôt, ça peut être pertinent. À d'autres phases, ça ne l'est pas. Ici, précisément dans la transaction élévation environnement, compte tenu de tout ce que j'ai expliqué, c'était pas du tout la bonne option que de faire rentrer un financier. Voilà, c'était pas du tout en matière d'equity story, de stratégie, c'était pas du tout le bon plan, quoi. On sait que c'est un process qui est long, qui est lourd. Tu l'as dit, ça va durer 1 an. Comment toi, tu t'es préparé à tenir sur cette durée? Tu t'es fait coacher? T'as eu un entraînement sportif pour avoir la forme? Alors moi, j'ai toujours considéré que le job de dirigeant, qu'il soit actionnaire ou pas, c'était un job de sportif de haut niveau. J'ai toujours considéré ça et que son équilibre de vie personnel était déterminant et devait être parfaitement raccord avec son engagement professionnel. Moi, personnellement, j'ai 54 ans, mais je fais énormément de sport. C'est pour moi mon exutoire, mais un, c'est surtout une pratique qui me permet de rester en excellente forme, voilà, de bien dormir, de bien récupérer, de m'évader quand j'ai besoin de m'évader. Donc le sport a toujours été un super exutoire. Et donc durant cette période où on a managé la transaction, j'ai redoublé d'attention et j'ai fait encore plus de sport que j'en faisais précédemment. Ouais, je suis arrivé à la fin de l'année hyper fit, voilà,
Pour moi, je devais arriver vraiment en excellente forme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais un objectif, c'est que la transaction, elle devait être bouclée à la fin de l'année. Donc, je pense qu'il faut avoir clairement un goal clair en termes de timing, parce qu'une transaction, ça peut durer, mais des lustres, quoi. Ça peut durer ça peut jamais s'arrêter. On peut continuer à discuter. Il y a toujours un gars qui veut discuter. Il y en a toujours un qui arrive à la fin qui t'explique que il est le meilleur que celui avec lequel tu es en égo. Donc, moi, je m'étais fixé un objectif. C'était au 31/12/23. On avait une transaction qui était sur la table et qui était signée. Voilà, point. Et elle a été signée le 21 décembre. Elle a été closée le 10 janvier 24, mais elle était signée. Le signing a eu lieu fin décembre 2023. Et je pense qu'il est déterminant dans la tête du dirigeant de bien visualiser, de bien visionner à la fois ses objectifs personnels et puis son timing et le process. Ça, c'est un truc essentiel, quoi. C'est quand même pas un truc qu'on fait tous les jours, une opération de cession, en tout cas quand on est entrepreneur, j'imagine. Donc, avoir visualisé clairement et se représenter mentalement euh, le process, les différentes étapes et le goal que l'on a, c'est un truc déterminant. Alors, il faut évidemment être très adaptatif, euh, mais, 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 mais clairement, les étapes de due diligence, enfin, tout ce qui est les étapes préparatoires, data room, etc., c'est quand même très long, c'est très fastidieux. Euh, les étapes de pitch, de constitution des books sont aussi vachement lourdes. Ensuite, bah, il y a tout ce qui est management de presentation. Donc clairement, c'est une pièce de théâtre. Donc il faut être prêt à ça. Il faut monter sur scène. On parlait tout à l'heure des équipes. Il faut avoir une équipe avec soi. Il faut y aller. La négo ensuite, bah, c'est encore une autre étape. Et puis l'opération à proprement parler de M&A, tout ce qui est légal, fiscal, enfin toutes ces dimensions-là, c'est encore une dernière étape. Donc il faut être super prêt, il faut vraiment vraiment pour moi visualiser, visionner ce process, c'est un truc qui est essentiel parce que il y a évidemment des playbooks qui existent, hein, mais bon, il y a rien de tel que de se construire son propre playbook, puis clairement être adossé, accompagné avec des gars qui ont l'habitude de faire ça, et puis qui vont vous, vous permettre de vous dire, attends, mon camarade, monter une vraie data room solide, etc. Globalement, c'est 4 à 6 mois de boulot, quoi. Sur une transaction à plusieurs centaines de millions, comme ça a été notre cas, c'est pas un truc qui va se faire en 3 semaines, quoi. Donc oublie, quoi. Oublie. Et puis ça mobilise beaucoup de monde en interne, c'est très déstabilisant. Tout le monde se demande pourquoi on ressort les trucs des tiroirs, des archives, des machins, on restructure l'information. Donc voilà, je prends juste cet exemple-là qui est un exemple assez intéressant, sans parler des autres étapes du process, quoi. Et toi, perso, tu as eu besoin à un moment ou à un autre d'avoir des coachs pour jouer ton rôle de leader? Bon, déjà, j'étais pas tout seul. Nous, on est deux, hein, donc c'est un truc un peu spécial. Donc, moi, j'ai mon associé. On a toujours été associés. On a fait toutes nos opérations, on a fait toutes nos aventures et tout notre parcours depuis 1997 et notre première opération, la première création de notre première start-up. Donc, déjà, c'est très différent. Je me parle pas à moi-même. Je parle aussi à mon associé qui me parle, etc. On est deux. Et puis, notre CFO, que l'on évoquait précédemment, était très largement impliqué dans le process. Donc, finalement, on était un team, on était trois. À un moment donné, et puis on avait toute une équipe d'advisors externes, légales, etc., des gars qui bossaient avec nous sur tous nos dossiers d'acquisition depuis très longtemps et qui nous ont beaucoup accompagnés dans la transaction d'exit. Donc, on avait quand même déjà un team qui était bien constitué. J'ai toutefois fait venir un consultant à un moment donné qui était un peu critique dans des discussions avec nos associés, nos actionnaires, investisseurs, où c'était un peu compliqué, où je voyais pas vraiment comment les choses allaient. Il voulait rester, mais enfin il voulait sortir, mais pourquoi pas rester. Donc c'était pas un truc qui était. Je me suis dit à un moment donné, il peut y avoir un désalignement d'intérêt, c'est-à-dire que s'ils sortent avec nous, ils sortent avec nous, donc on tire, voilà, on tire la même corde, on est aligné. Du moment où il restait, bon bah du coup il y a des alignements, donc à un moment donné ton process il se sépare, quoi. Euh, le mec que tu avais à tes côtés, qui était ton partenaire, il devient finalement quelqu'un qui fait alliance avec celui qui est en face de toi et qui t'achète. Donc tu as un changement clairement, tu as un changement de mode qui est quand même très particulier. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que j'ai un gars qui. Donc je suis allé chercher un type avec lequel j'avais déjà bossé par le passé et je lui ai dit écoute, voilà, on se fait 2 ou 3 séances et tu nous accompagnes parce que en plus de tout le reste, parce que forcément t'as le day to day, t'as le delivery, tu dois faire ton budget.
t'as ta transaction qui arrive, t'as tes 5 bidders qui sont sur la table et tu négocies en parallèle avec les 5. Et puis en plus, t'as tes fonds actionnaires historiques qui t'expliquent qu'eux, ils changent de camp. Donc c'est un truc très sympa. Il faut t'adapter parce que au final, ça a fait partie de la meilleure configuration pour nous, pour la boîte et pour l'ensemble des parties. Mais n'empêche que ça a été une, une étape assez décisive et assez critique à gérer. Et dans la vie de LVC Environnement, vous aviez, il me semblait que dans l'épisode, dans l'enregistrement précédent, tu nous avais parlé aussi de moines bénédictins qui t'avaient conseillé. Ouais, quand on a fait nos, et je reviens à la question de la vision tout à l'heure. Hein, ok, tu peux avoir une très belle vision, tu vas faire des très beaux shows à la Steve Jobs, c'est super bien préparé, et puis derrière c'est hyper creux, et puis tu te convaincs que toi-même, si tu veux, donc ou quelques gars qui sont autour de toi, des quelques fidèles, etc. Donc j'avais un- j'avais été interpellé par ce qu'avait fait un moine, effectivement un moine bénédictin, donc le père Hugues Minguet, qui avait fondé un institut qui s'appelle l'Institut Sens et Croissance à l'abbaye de Ganagobi dans les Hautes-Alpes. Et puis un jour, j'ai eu envie d'aller le voir et de lui dire, écoute, j'ai envie de comprendre ce que tu fais, j'ai envie de comprendre ce que tu pourrais nous apporter. Là, on a là, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui, je crois, m'a expliqué ce que c'était que de mettre du sens dans ce que tu fais. Et une vision, elle n'est jamais autant incarnée que quand elle fait sens. Et qu'elle fait sens pour toi, elle fait sens pour tes équipes, elle fait sens pour tes clients, elle fait sens pour l'écosystème que tu manages. Et on a beaucoup travaillé là-dessus sur le sens. On a fait des séminaires avec les équipes. Ensuite, Hugues Minguet a déménagé dans une autre, enfin, il a créé une autre communauté à l'abbaye de Seray, dans le Massif central, et on a fait Haute-Loire. plusieurs séminaires à l'abbaye de Seray, et c'était assez fabuleux. C'était ce moment-là où j'avais besoin de cristalliser cette vision. Et voilà, on a aussi beaucoup travaillé sur la parole vraie, puisque à un moment donné, tu peux avoir des gens qui ne croient pas à ta vision, et ou qui n'y adhèrent pas. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils le disent. C'est qu'ils te disent, je ne crois pas à ce que tu me dis, je n'adhère pas à ce que tu me dis. Et à partir de là, tu peux rentrer dans un dialogue qui est un vrai dialogue constructif. Ok, tu peux te comprendre. Si tu te comprends pas, tu te sépares. C'est pas très grave, mais au moins tu te donnes la chance de te comprendre, de te connaître dans ce dialogue-là. Donc, ce dialogue, il était déterminant. Et la parole vraie dans une entreprise, c'est un paramètre qui est un paramètre fondamental. Mais ça rejoint ce que j'ai expliqué tout à l'heure aussi sur le process où j'ai beaucoup associé les équipes dans dans une perspective de dialogue, d'échange, de transparence, de parole vraie. C'est pas la peine de bullshiter les gars, ils le sentent, ils le voient, ils le respirent, ils vivent la boîte, ils sont là 12 heures par jour. Aller planquer des trucs, c'est stérile. Au pire, c'est stérile et puis enfin, au mieux, c'est stérile et au pire, c'est complètement destructif, quoi. La dernière fois, quand on a enregistré cet épisode, il y avait ton fils dans le bureau, le fils de Jean-Pierre. Vous avez jamais pensé à créer une transmission? On s'est questionné pas mal avec Jean-Pierre sur qu'est-ce que l'on voulait ou qu'est-ce qu'on pouvait transmettre à nos enfants. Bon, si c'est des millions, honnêtement, c'est complètement débile. Je me suis dit plusieurs reprises que j'avais surtout pas envie de leur transmettre de l'argent. L'argent, c'est un moyen, l'argent, c'est un carburant. Ma femme me répète souvent que l'argent, c'est un fluide et rien de plus. Donc, si tu as besoin d'argent et si tu as un bon projet et si tu crois à ce que tu fais, si tu l'incarnes parfaitement, et il n'y a aucune raison que tu trouves pas les ressources financières pour développer ton projet. Euh, transmettre transmettre une expérience comme la nôtre, je suis très mesuré dans mes propos. C'est pas quelque chose qui est facile. Je vais pas écrire un bouquin. J'ai écrit une thèse de doctorat, j'avais 25 ans. J'ai pas vraiment l'idée de réécrire un bouquin de 300 pages ou de 500 pages dans les prochains jours.
Donc, comment est-ce que tu transmets ça? Donc, et pour nous, c'était hyper important. Et donc, on a deux de nos enfants qui sont venus bosser avec nous chez LVC Environnement et qui ont quitté LVC Environnement avec nous. Dans LVC Environnement, ils avaient créé une start-up, une très très belle boîte qui s'appelle MetaWest, qui avait énormément d'intérêt et qui a beaucoup d'intérêt pour Paprec aussi. Et quand on a vendu, ils ont décidé de quitter, ils sont sortis avec nous. Donc, et aujourd'hui, ils travaillent sur un projet de développement que l'on accompagne, qui font partie de notre écosystème, que l'on financera pour partie. Voilà. Alors, est-ce que ça, on appelle ça un family office? Est-ce qu'on appelle ça une plateforme d'entrepreneuriat? Je ne sais pas quel nom ça a. Il m'en manque un peu d'ailleurs, mais pour moi, il est fondamental de transmettre euh, à, à mes enfants, mais aussi à mes proches, à tous ceux qui ont durant toutes ces années participé à nos différents projets. Hein. On en a eu successivement qui étaient dans les projets de départ avec Avanti ou avec d'autres aventures, qui étaient chez Erard ou chez Eurocaf, qui sont toujours avec nous, qui font toujours partie de notre écosystème, qui étaient chez LVC Environnement, qui viendront avec nous sur d'autres projets. Donc, bon, c'est la vie d'un entrepreneur. Tu construis tes équipes aussi, tu construis des gens avec lesquels tu aimes travailler et tu travailles en confiance. Au final, tu dirais que c'est plus facile de créer, comme tu l'as fait sur Avanti, ou de développer, comme tu l'as fait sur Helvetia? C'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Créer, c'est dur et c'est facile. Euh, c'est dur parce que tu pars de rien et la page elle est blanche. Et c'est facile parce que bah, l'espace des possibles, il est énorme. Donc, t'as pas de contraintes. Tout est possible. T'as pas de. Inversement, tu reprends une boîte, tu pars de quelque chose, mais il y a un espace qui est hyper contraint. T'as une histoire, t'as des clients, t'as des collaborateurs qui sont là, t'as des associés, tu dois composer avec tout ça. Donc, c'est pas du tout le même sport, c'est pas la même difficulté, et je peux pas dire que euh, des exercices est plus facile que l'autre. C'est pas les mêmes difficultés. C'est pas les mêmes difficultés. Et au final, tu préfères la reprise? Dans la prochaine phase de Je, Vincent pr- Chapat, plus de la reprise ou c'est plus de l'entrepreneuriat? Enfin, de la création. je, je préfère la reprise parce que, peut-être c'est d'ailleurs ce que j'ai le plus fait au final. J'ai créé quelques startups au début de mon parcours, mais il y a quand même assez longtemps que j'en ai pas créé. Euh, donc je préfère la reprise, qui est un sport qui me convient peut-être mieux, aussi parce que l'âge, etc., etc. En revanche, j'adore accompagner des jeunes entrepreneurs qui créent leur boîte. Ça, souviens-toi de ce qu'on avait fait à Grenoble École de Management, puisque j'avais dirigé l'incubateur que l'on avait créé avec Jean-Paul Léonardi à Grenoble, et dans lequel tu as fait un certain nombre de choses. Donc, déjà, ça, je trouvais ça cool d'accompagner des entrepreneurs. Aujourd'hui, avec un track record de plusieurs opérations, de 25 ans ou 30 ans d'expérience, je trouve que accompagner des entrepreneurs, c'est fabuleux. J'étais hier avec deux jeunes qui sont en train de créer un magnifique projet. Ils partent de rien. Ils ont besoin de thunes. Ok, très bien, mais ils ont pas besoin, et objectivement, ils n'ont pas besoin de thunes. Ils ont besoin d'un miroir. Ils ont besoin d'éviter les choses trappes. Ils ont besoin de tenir dans la durée. Donc, t'assurer que les gars, ce sont des gars, des marathoniens, qui soient endurants, qu'ils aient la bonne énergie, qui regardent des sujets par le bon angle, avec la bonne vue des choses, et pas uniquement le côté idéal, mais t'as besoin aussi qu'ils s'assurent qu'ils construisent des équipes qui soient des équipes avec une belle complémentarité. Voilà, donc ça c'est super. Moi, je prends un immense plaisir à accompagner des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui ont l'énergie de créer. Mais on peut aussi créer en reprenant. Euh, on peut aussi reprendre quelque chose qui est un point de départ
pour créer d'autres choses. Donc, il y a aussi des hybridations qui sont des hybridations assez sympas, quoi. C'est d'ailleurs tout ce que tu nous as montré pendant cette heure, d'une petite entreprise de 40 personnes à une entreprise de plus de 500 personnes. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué dans cette histoire et que tu gardes, positifs comme négatifs? Le, la démission, le premier collaborateur qui a démissionné quand j'ai racheté la boîte et qui est venu me voir pour me dire votre projet il est super, très bien, mais moi je veux pas travailler avec vous. Ça m'avait mis une belle claque. Et le gars est devenu un bon copain d'ailleurs. Il a fait plein de trucs sympas. Je trouve il a eu la franchise de me le dire. Et j'avais trouvé ça super. Et je lui avais dit, écoute, ça me fait mal parce que c'est un collaborateur important dans l'organisation. Je l'avais pas vu venir et ça m'avait quand même pas mal blessé. Euh, Pas mal blessé. Donc ça c'est quelque chose qui m'a choqué. Voilà, la démission du premier. Et il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à te dire, ok, non, tu reprends une boîte, les gars sont libres. Donc précisément, ce qui caractérise une personne dans une organisation, c'est il doit être libre. Si le mec tu l'enchaînes et le mec il donnera jamais le meilleur de lui-même, c'est pas vrai. Donc ça c'est quand même le point. Tu m'amènes à réfléchir spontanément, mais c'est un point qui m'avait vraiment, qui m'avait vraiment interpellé, qui m'a marqué dans le parcours d'Helvetia Environnement. La démission, celui qui m'a donné, qui m'a remis le premier qui m'a remis sa démission. Après, il y en a eu évidemment d'autres, mais ça m'a marqué. C'est un bel exemple de parole vraie. Correct, tout à fait, Donc, tout à fait. c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses sur toi que tu aurais aimé découvrir avant cette expérience Helvetia et que tu connaissais pas de toi et que tu aurais aimé découvrir avant de façon à mieux la gérer? Qu'il- il faut toujours aller au bout de ce que l'on croit. Et en tout cas personnellement, chez d'autres c'est peut-être différent, mais ça a été pour moi un très très long parcours que que de totalement intégrer ça, totalement intégrer le fait que tu vas au bout, tu vas au bout de ce que tu penses, tu vas au bout de ce que tu crois. Voilà. Certes, tu dois être flexible, adaptable, tu as une vision, tu bosses avec des équipes, il faut que tu sois voilà, quand même souple, mais tu ne perds jamais de vue, voilà, non pas l'objectif que tu as, c'est pas la même chose, mais tu perds jamais ce à quoi tu crois profondément. Voilà. C'est une Jamais. forme de résilience. C'est une forme de, pardon. Résilience. Ah oui, c'est une forme de résilience parce que pour réellement faire émerger au fond de toi-même ce que tu crois de profond, voilà, il faut de la résilience. Parce que c'est pas un truc, sinon c'est la vision, sinon c'est des objectifs que tu écris sur des pages de paperboard. Non, c'est pas ça. On parle pas de ça. On parle de ce que tu as au fond de toi-même. Et ce que tu as au fond de toi-même, c'est un truc qui émerge étape après étape. Voilà. Point dur après point dur, succès après succès, où là tu te dis putain oui, ok, ça c'est vraiment ce à quoi je crois. Et pour cette boîte dans cette configuration là, etc. Et c'est ça que je veux faire. C'est ceci que je veux réussir, que je veux réaliser. Voilà, clac. Et quand tu l'as réalisé, ok, c'est bon. Après, soit tu crois à d'autres choses. Là, en l'occurrence, pour Helvetia Environnement, je croyais, j'étais convaincu que on avait, on devait passer une étape et que cette étape, nous n'étions pas les mieux placés pour la construire et la réussir. Eh bien, on a passé la main. Et ça, j'en étais intimement convaincu déjà depuis un petit moment. Pour faire ce diagnostic, il faut bien se connaître, de se dire qu'on n'est plus la bonne personne ou plus la bonne organisation. Oui, il faut être lucide. Alors ça, c'est une autre question. C'est quand tu es dirigeant d'une boîte, que tu es successful, tu gagnes bien ta vie, tu as construit un beau patrimoine, tu as des belles équipes autour de toi.
t'es invité dans les beaux colloques et compagnie. Bon, c'est sûr que rester lucide, c'est pas tout à fait toujours facile, quoi. Voilà. On est Et d'accord. la lucidité du dirigeant, c'est un élément vachement important, quoi. Il faut garder la tête froide. Il faut, il faut garder les pieds sur terre. Voilà. On va juste tous aux toilettes tous les matins. Sinon, on n'arrive pas à fonctionner. On respire tous, on boit de l'eau. L'air que l'on respire, on le partage, etc., etc. Je te disais, est-ce qu'il y a des rituels qui te permettent justement de garder cette lucidité? Bon, les personnes qui t'entourent, ça paraît assez clair. Ta famille, le dialogue que tu peux avoir avec eux, un dialogue assez honnête, transparent aussi. Et puis aussi tes amis. Euh, voilà, c'est quand même ceux qui te connaissent le mieux et qui voient aussi comment tu as évolué. Euh, donc l'environnement personnel du dirigeant entrepreneur, c'est un facteur qui est quand même hyper important. Alors moi j'ai la chance d'avoir une très belle famille, des enfants, des amis. Peut-être que des gens qui n'ont pas de famille, pas de compagne, etc., vivent aussi des choses un peu différemment, mais tu peux t'entourer aussi autour de toi pour avoir des personnes de confiance avec lesquelles tu vas aussi pouvoir dialoguer, qui vont pouvoir avoir un échange, un discours. Ouais, c'est aussi une démarche très personnelle, je veux dire, soit t'es ok avec toi, ou soit t'es pas ok avec toi. Je crois que c'est, c'est aussi, il y a quand même tellement de gens qui se fabriquent des films, euh, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais je vois pas comment tu te fabriques des films sur qui tu es et ce que tu fais, et comment tu peux réussir avec ça. Je crois que ça marche pas. Dans les 5 dernières minutes qui nous restent, j'aimerais t'entendre sur un point qui est assez intéressant. C'est, bah, du coup, tu as cédé, mais tu n'es pas resté. Et c'est quoi le futur de Vincent Chapelle? Alors, rester ou pas rester, c'était une vraie question, hein. On s'est beaucoup questionné sur doit-on rester, accompagner le. Bon, concrètement, on a vendu un acteur industriel. Il connaît le métier comme aussi bien que nous. Il y a des très très belles équipes. Sa décision était de mettre en place très rapidement une direction générale pour nous remplacer. Donc très bien, c'est sa volonté, on l'a accepté et donc par voie de conséquence, tu dois te mettre en retrait, sinon tu laisses pas la place pour les équipes et pour le repreneur. Donc que tu t'assures que tu fais la transition de façon très professionnelle, voilà. Ok, il faut évidemment le faire, mais tu dois aussi laisser la place, c'est fondamental, quoi. Donc moi, je suis quasiment le fondateur de cette entreprise. En tout cas, les gens me voient comme ça. Bon, à un moment donné, si ton ombre, elle plane partout, ça peut pas vraiment fonctionner. En tout cas, je crois pas que ça puisse fonctionner. Dans le contexte dans lequel nous étions, avec une session à un groupe industriel, etc., etc. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, nous, on était aussi très clairs. Voilà, on passait la main pour assurer, évidemment, pour réaliser, comme on a l'habitude de dire, du patrimoine, mais aussi pour assurer la, 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 la- l'avenir et la transition de l'entreprise que l'on avait développée. Donc, bah, tu assumes le fait de te mettre en retrait. Et pour nous, ça a été d'autant plus facile qu'en fait, on a d'autres projets à côté. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a une structure d'investissement depuis très longtemps qui s'appelle Pythagore Investment, donc qui réalise des investissements dans différents secteurs d'activité. Le secteur du waste management et de la gestion, enfin, de l'investissement environnement était un de nos investissements. On est présent aussi dans d'autres secteurs. On est présent dans le médical, puisqu'on a des activités dans le secteur médical. On est présent aussi dans le food. On a aussi des choses dans le domaine du food, tout ce qui est takeaway, restauration rapide, etc. C'est des choses que l'on aime assez bien. Voilà. Donc moi, on continue notre parcours d'entrepreneur investisseur. Voilà. Donc, clairement dans deux gros axes de développement. C'est le premier, c'est vraiment tout ce qui est la durabilité, sustainable, parce que c'est un secteur qu'on connaît bien. Et puis c'est un
C'est un méga trend, voilà, c'est assez maintenant en tout cas assez évident. Ça, c'est le premier axe d'investissement. Et puis le deuxième axe d'investissement, c'est celui du tout ce qui est healthcare, silver economy, qui est aussi un secteur qu'on connaît assez bien et dans lequel on, on investit. Quand on dit on investit, c'est investir de l'argent, c'est investir du temps, mobiliser nos ressources, nos réseaux, etc. Ok. Bon. Si des auditeurs souhaitent te contacter, par mail, par LinkedIn? Non, par email, je suis quelqu'un d'accessible. Voilà, si on a des auditeurs qui ont des questions, qui souhaitent me rentrer en contact avec moi, tu peux leur communiquer mon adresse email. Je répondrai avec un immense plaisir. Eh ben, je le ferai avec plaisir. Vincent, écoute, merci pour cette heure bien largement dépassée que tu nous as consacrée. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Puis bah, surtout, j'espère qu'on se reverra bientôt. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.